Dans cette courte vidéo, on va continuer sur notre lancée concernant l'impossibilité de communiquer entre la région 1 de l'espace-temps et la région 1' si elle existe. Donc, c'est la section 4F des notes de cours, donc, qui porte sur les trous de verre. Le concept de trou de verre est assez fascinant d'un point de vue de science-fiction, bien sûr. Ce serait en général une espèce de colle dans l'espace-temps qui nous permettrait de communiquer entre deux univers parallèles, en quelque sorte. Et le trou de verre primitif, si on veut, a été défini par Einstein et Rosen il y a fort longtemps, par donc, plus une analogie avec la géométrie des surfaces en 3 dimensions. Donc, on a fait quelque chose comme ça dans le chapitre 2 quand on a parlé de l'hyperboloïde de révolution. Ici, ça va être très semblable. Einstein et Rosen ont défini une surface plongée dans 3 dimensions, donc qui est définie par ces conditions-là. Donc, c'est en coordonnées cylindriques. Donc, on a R plus grand que A, phi de 0 à 2π, et Z est défini en fonction de R de la manière suivante. Donc, ce qui veut dire que en fonction de R, Z est égal à 0 quand R est égal à A, et ensuite augmente comme la racine carrée de R. Si on voulait décrire cette surface en 3D, on obtiendrait l'image suivante. Donc, on a une espèce de cône. Ce n'est pas tout à fait un cône, c'est plus un entonnoir très évasé. Alors, dans le cas de la géométrie hyperbolique, c'est un cône essentiellement. Ici, c'est une géométrie qui est encore plus évasée, de sorte que chacun des côtés de cet objet ressemble de plus en plus à un espace plat lorsque R est grand. Si on calcule la métrique en fonction de R et de phi, eh bien, il suffit de prendre la différentielle de Z et de l'ajouter au carré avec celle de R. On fait un petit calcul qui n'est pas très long parce qu'on connaît des Z, des R, on peut le calculer. Et on obtient à la fin quelque chose qui est comme ceci. Et donc l'avantage de la définition de cette surface, c'est que la métrique a exactement la même forme que la métrique de Schwarzschild, finalement, si on considère uniquement la partie spatiale. Donc, on oublie le temps, donc dt et ainsi de suite. Dans sa partie spatiale, elle a la même forme. Et on pourrait imaginer qu'on ajoute un deuxième angle, une dimension supplémentaire pour tenir compte de θ à la fois, et de θ et de phi. Encore une fois, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a une singularité de coordonnées dans la métrique. Donc, quand R est égal à A, la métrique devient singulière. Ce n'est pas une véritable singularité dans l'espace-temps, enfin dans l'espace ici, puisque c'est une surface ordinaire. Ce n'est pas une véritable singularité dans l'espace, mais plutôt un col qui nous permet de passer d'une des branches de l'espace à l'autre branche. Donc, c'est une analogie assez serrée avec les régions 1 et 1' de l'espace-temps. Les coordonnées R et phi sont l'analogue des coordonnées de Schwarzschild. Elles ne décrivent qu'une moitié, soit la moitié supérieure, soit la moitié inférieure de la surface. Elles ont une singularité quand R égale à A qui est tout à fait artificielle. Et encore une fois, on peut étendre la définition de la surface pour qu'elle comprenne les deux parties, les deux univers parallèles, si on veut. Et c'est une extension maximale, au sens où on l'a expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que si on prend une géodésique qui part ici et qui se promène le long de méridien, cette géodésique ne s'arrête pas ici, elle continue de l'autre côté. Et donc, elle peut aller de moins l'infini à plus l'infini en Z. Et il n'y a pas de singularité réelle dans cet espace, cependant. Il n'y a pas de véritable singularité intrinsèque. Bon. Donc, quel est le rapport entre ça et la géométrie de Schwarzschild? Eh bien, revenons aux coordonnées de Kruskal et posons que V est égal à 0. Alors, dans ces coordonnées de Kruskal, V joue le rôle d'un temps, U joue le rôle
d'une coordonnée spatiale, donc parce que leur caractère temporel ou spatial dépend de leur rôle dans la métrique. Donc, si on pose V égale 0, c'est comme une espèce d'instantané dans cette espèce de temps. Et dans cet instantané, donc, on peut retrouver l'élément de longueur suivant. Bon, bien sûr, c'est négatif parce que c'est spatial. Donc, tout ce que j'ai fait, enfin, je vais faire un léger retour en arrière pour qu'on s'en aperçoive. Donc, j'ai simplement mis dv égale 0 dans cette formule. Et donc, j'obtiens cet élément de distance négatif. Là, je vais faire un retour vers la coordonnée R. Donc, j'ai ici l'expression de U en fonction de R que j'ai tiré de la formule des coordonnées de Kruskal. Encore une fois, je retourne en arrière et j'ai ça ici. U en fonction de R lorsque lorsque V est égal à 0, pardon, donc lorsque V est égal à 0, je pourrais dire que ça correspond à T égale 0, et donc ça me donne la relation qui est ici, donc c'est bien ce que je viens d'écrire. Et je pourrais maintenant exprimer du en fonction de dr. Donc je vais retourner à cette coordonnée radiale. Donc j'exprime du en fonction de dr en prenant la différentielle, donc je dérive par rapport à r, donc j'ai un terme qui provient de la dérivée de la racine carrée qui est ici, et un deuxième terme qui provient de la dérivée de l'exponentielle qui est ici. Je combine les deux, j'obtiens ceci pour du, et maintenant je substitue dans cette expression, et j'ai un ds carré qui a cette forme. Donc, si j'ai pris la peine de faire ça, c'est pour démontrer que ça a exactement la même forme que la métrique qu'on a dans le pont d'Einstein-Rosen, sauf pour le signe, bien sûr, parce qu'on est dans un espace-temps pseudo-euclidien, donc c'est spatial, il y a un signe moins. Ici, on a un espace euclidien. C'est la même chose avec le RS qui remplace le A. Donc, RS serait la largeur du col, si on veut. Bon. Est-ce que ce trou de verre, parce que c'en est un, est-ce que ce trou de verre nous permet de passer d'une région à l'autre de l'espace-temps, de I à I'? On a vu précédemment que non. D'accord? Il faut faire attention parce que ce qu'on vient d'écrire, c'est une métrique statique, c'est-à-dire c'est un temps fixe. Et on ne peut pas se déplacer à temps fixe, on ne peut pas se déplacer instantanément. Il faut regarder comment ça évolue dans le temps. Donc, si on refaisait le même exercice, mais à un temps V égale V0, qui n'est pas 0, et donc je vous fais grâce des petits détails, mais on obtiendrait une valeur de U qui aurait donc cette forme en fonction de R. Donc, j'aurais un V0 ici, et en tournant la manivelle un peu plus, on aurait une métrique qui est donnée par ça ici. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui est clair, d'après le dénominateur, c'est que le dénominateur va devenir nul pour une valeur de R qui est plus petite que RS. Pourquoi? Parce qu'en première approximation, c'est comme si on remplaçait RS par cette expression ici. Bien sûr, il y a un R ici, il faut faire attention, mais il est clair que quand V0 est différent de 0, le col est plus étroit. Donc, la largeur du col rapetisse, et ça rapetisse en fonction de V0 carré. Donc, ça rapetisse vers le passé pour des valeurs négatives de V et pour l'avenir vers des valeurs positives de V, jusqu'à une fermeture complète de ce col qui se produit quand V est égal à moins 1 ou plus 1. Cette fermeture donc se produit juste quand V effleure la singularité intrinsèque de l'espace-temps, donc à plus 1 et moins 1 ici. Donc, si on pouvait regarder un profil instantané, donc à une valeur fixe de V, du col en fonction de V, donc en fonction du temps, parce que V est un temps en quelque sorte, on aurait un col qui n'existe pas, donc deux univers séparés qui se joignent momentanément entre moins 1 et plus 1 et qui forment un col maximalement ouvert à V égale 0 pour ensuite se séparer de nouveau.
Donc, oui, le trou de verre existe, mais c'est un objet transitoire qui ne dure pas très longtemps. Donc, le temps d'ouverture du col en fonction de V, du temps V, est de l'ordre de RS, donc du temps que prend la lumière pour traverser le diamètre de l'horizon. Très court. Et de toute façon, on sait qu'il est impossible de communiquer directement entre 1 et 1'. L'argument est le même qu'avant, on peut le répéter, mais on ne peut pas envoyer un signal lumineux directement de la région 1 à la région 1'. Tout ce qu'on peut faire, c'est communiquer par la région 2 interposée, c'est-à-dire qu'un observateur qui tombe dans la région 2 peut recevoir un signal qui provient de la région 1', et c'est tout. Donc, malheureusement, du point de vue strictement de la relativité générale, la science-fiction devra attendre un peu avant qu'on puisse communiquer entre des univers parallèles formés naturellement, c'est-à-dire en l'absence de matière. Une autre remarque importante sur les trous noirs que j'aurais dû faire, c'est qu'un trou noir réel, physique, est un objet dynamique, donc qui se forme suite à l'implosion d'une étoile. C'est donc que si on suit l'implosion de la matière qui rentre dans le trou noir, eh bien, il y a uniquement la portion de l'espace qui est à l'extérieur de la matière qui est décrite par la géométrie de Schwarzschild. Parce que cette géométrie suppose que R, IK égale 0, que le tenseur d'énergie-impulsion est nul, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la matière est décrit par une géométrie certainement différente. Donc, malheureusement, quoique mathématiquement ce soit intéressant de considérer ce diagramme, en réalité, si on suit la dernière couche de matière qui tombe dans le trou noir lorsque l'étoile s'effondre, eh bien, elle suivrait une géodésique de cette manière. Okay? Ce qui fait que tout ce qui est contenu à l'intérieur de ce rayon, donc en particulier une fois que le trou noir se forme, c'est-à-dire une fois que la dernière couche passe l'horizon, eh bien, mais tout ce qui est contenu à des valeurs de R qui sont plus petites, donc dans ce cas-ci, dans cette région, ben, ce n'est pas décrit par la géométrie de Schwarzschild. Donc, a fortiori, il n'est pas clair que ces régions-là, ici, ont un sens. Pour décrire mathématiquement ce qui se passe à l'intérieur d'un tel objet, il faudrait étudier ce qu'on appelle l'équation de Oppenheimer-Volkoff, qui, elle, est utilisée pour décrire justement cet effondrement ou la stabilité des objets très massifs en fonction de leur masse. Et donc, ce n'est pas fait explicitement dans le cours. Merci de votre